bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis venue ce soir pour vous parler d'un projet déjà sur lequel j'ai travaillé avec d'autres personnes depuis un an, qui s'appelle Les Passeurs, et qui est un collectif qui essaie de travailler à faire émerger des futurs positifs et souhaitables pour la montagne sur plein de sujets. C'est un collectif multidisciplinaire puisqu'il y a des entrepreneurs, des gens qui travaillent en montagne, il y a des journalistes, il y a des scientifiques, il y a des créatifs. Et l'idée c'était vraiment de se retrouver dans une approche vraiment transverse pour peut-être faire émerger une autre manière de voir les problématiques, une manière différente d'envisager les enjeux qui sont ceux de la montagne. Et on a travaillé à peut-être comprendre ce que ça voudrait dire de vivre en montagne après 2020. Alors il y en a qui disent monde d'avant, monde d'après. Nous, l'année 2020 nous a marqué et on s'est dit que peut-être que la manière de vivre en montagne, elle serait différente après ça. Et on a parcouru plein de sujets et entre autres le sujet du travail en montagne, parce que en tout cas moi je fais partie des gens qui travaillent en montagne, c'est un choix de vie que j'ai fait. Et on s'est dit qu'est-ce que ce sera de travailler en montagne peut-être dans 10, 20, 30 ans avec un peu les évolutions qu'on a vécues. On a expérimenté un peu des choses aussi pendant le Covid et pendant les confinements. Et donc on a fait un petit travail dans Les Passeurs, c'est qu'on a écrit des scénarios qui nous projettent en 2050 sur plein de sujets. Et pour démarrer, peut-être je vais vous lire un petit scénario de 2050 qui parle de travail. Donc en fait c'est une offre d'emploi de boulanger parapentiste. Donc en fait c'est la boulangerie de Saint-François-de-Sales dans les Bauges qui recherche une nouvelle collaboratrice en 2/3 de temps. Puisqu'en fait en 2050 il y a une loi sur les crédits espace-temps, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé de consacrer un certain nombre d'heures pour contribuer au territoire sur lequel on vit. Donc c'est 20 heures par mois. En plus on n'a plus le droit de trop se déplacer, etc. Bon ça je vous raconterai une autre soirée. Donc en fait on peut utiliser son crédit temps local de 20 heures pour ça, et l'idée c'est de renforcer son équipe de 12 personnes. C'est une grosse boulangerie à Saint-François-de-Sales dans les Bauges. Et en fait c'est une boulangerie qui est réputée vraiment dans tout l'espace Bauges-Aravis pour une spécialité de pain repas. Aux qualités nutritionnelles uniques parce qu'elle est associée à la spiruline des Bauges, puisque réchauffement climatique, zone humide, etc. Donc la spiruline, il y a une AOP spiruline dans les Bauges maintenant. On a une farine ultra locale qui est moulue dans notre micro-moulin à partir de blé ancien et d'épeautre qui est à moins de 2 km. Et en fait, ce qui est bien que c'est pas énergétique, c'est qu'il constitue vraiment un apport remarquable en énergie pour toute la journée. Donc pour les gens qui font du trail, de la randonnée, ils ont juste une petite boule de pain à emmener avec eux. Donc le travail demandé, c'est de participer à la confection des produits, d'accueillir la clientèle, l'ensemble des commandes, de toute la partie transactionnelle, c'est complètement géré. L'idée, c'est pas que vous perdiez du temps vraiment avec ça. L'idée, c'est que vous ayez quand même des bonnes connaissances en agroforesterie, puisque on cultive notre blé, mais maintenant on est tous en agriculture écologique, agroforesterie. Possibilité de télétravail, puisque bien sûr en 2050, on a tous des métiers multiples. Donc en fait, à la fois, vous ferez un peu de boulangerie, puis vous ferez aussi d'autres choses. Et on a un burard au premier étage. Donc en fait un burard c'est un peu comme un bureau avant, sauf que c'est un bureau de augmented reality. Donc ça s'appelle des burards et en fait il y en a un peu partout en montagne en 2050, c'est un peu comme un bureau de poste. Et en fait c'est un endroit où les gens peuvent aller bosser à distance un peu n'importe où. Ce qui fait que du coup on peut aller travailler. Donc nous on en a un au premier étage, donc c'est pratique, c'est que vous pouvez aller faire votre deuxième métier sur place. Et comme notre boulangerie c'est aussi l'école certifiée de parapente du village, en fait on demande le permis C de parapente ascensionnelle. Donc notamment le parapente triplace est fourni. Et ce qui est bien c'est que donc il y a une possibilité d'habitat partagé. Donc parce que on est aussi un petit peu on construit plus des maisons individuelles en 2050, on a plutôt tendance à densifier l'habitat pour éviter d'artificialiser les sols. Voilà, donc si vous voulez postuler, vous venez me voir à la fin du talk, c'est moi qui prends les candidatures. Alors au-delà de la blague ou du plaisir qu'on a pris à imaginer ce scénario, ce qui nous a interpellés, ce qu'on trouvait intéressant, c'était d'aller creuser plusieurs sujets. Alors le sujet déjà de la multi-activité, qui est historique en montagne, c'est que les contraintes, entre autres météorologiques, saisonnières, ont fait qu'on a toujours fait de la multi-activité en montagne.
dans les années 50-60, on formait les agriculteurs au tourisme ou à devenir moniteurs de ski au moment où on a construit les stations de sport d'hiver. Aujourd'hui, la multi-activité, elle est ancrée en montagne parce qu'on a beaucoup d'emplois saisonniers, donc souvent on n'a pas le même métier l'été et l'hiver, et on a même un troisième métier aux intersaisons. Et donc ça nous semblait intéressant d'aller le réexplorer, en tout cas, et de se dire, en fait, c'est quoi la multi-activité de demain en montagne, et voir comment est-ce que ça pourrait être aussi un facteur d'innovation sociale et inspirer d'autres territoires. Donc ce sujet vraiment de multi-activité qui résonne en fait avec des tendances du moment, hein, où on nous dit qu'aujourd'hui on a tous plusieurs métiers. Je pense que dans la salle il y a des gens dont c'est le cas. Qu'il y aura à peu près 50% des emplois qui seront télétravaillables en 2050, donc ce qui fait que c'est aussi un territoire dans lequel c'est plus facile de travailler ou d'exercer plusieurs métiers. Et donc, en tout cas, nous, ce qui nous questionne, c'est de dire la multi-activité d'hier en montagne, elle était très tournée vers des métiers manuels et vers le métier du tourisme. Donc, on est agriculteur, charpentier, parce qu'en fait, c'est de ça dont on a besoin et dont on avait besoin. Et demain, peut-être qu'on pourra avoir un métier complètement télétravaillable, très tourné vers les services, le tertiaire, voire complètement dématérialisé, couplé à un métier très manuel, tourné vers le sport. Donc on sera peut-être plutôt développeur Python et moniteur de VTT électrique, parce que dans 30 ans, il y aura des spécialisations entre le vélo électrique, le vélo pas électrique, etc. Et donc c'est aussi de se dire... si on arrive à se projeter dans ces nouveaux métiers, dans 30 ans, comment on fait pour accompagner la formation des gens qui exerceront ces métiers-là dans 30 ans, et qu'est-ce qu'on doit peut-être anticiper et organiser comme formation sur nos territoires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'en montagne, on n'est pas hyper bien maillé avec des universités ou des pôles de formation. Il y a de la formation professionnelle, pas mal, sur des lycées professionnalisants. Il y a un centre de formation des métiers de la montagne à Thônes, par exemple. Il y a des centres de formation aux métiers du sport. Par contre, il n'y a pas de partenariat vraiment avec des universités, par exemple, ou avec des grandes écoles. Et il y aurait sûrement, en tout cas, un intérêt à aller se mailler de nouveau ou à faire venir ces universités sur nos territoires, et pour développer sûrement des formations qui soient spécifiques à la montagne. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, c'est des grandes marques ou des grands groupes qui sont en train de créer leur propre cursus de formation. Donc, par exemple, la Compagnie des Alpes a contribué à la création d'un cursus sur l'immobilier de montagne et l'immobilier de loisirs. Je sais que le Club Med réfléchit à la formation des animateurs sportifs, puisqu'ils ont un très gros besoin de personnes pour encadrer les activités de pleine nature, notamment l'été. Et comme il y a un gros développement ces dernières années, aujourd'hui, ils recherchent des gens pour encadrer. Et donc, même jusqu'à se dire, est-ce que c'est pas à nous de les former demain ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui le font depuis des années, qui s'appellent l'UCPA, qui forment des moniteurs et qui peut-être vont aussi... aller faire plus de choses et peut-être pas former que des moniteurs sportifs aussi. C'est intéressant d'aller creuser ça. Et sur le sujet du télétravail, puisqu'on est en plus aujourd'hui dans un espace de coworking qui incarne complètement cette nouvelle manière de travailler, c'est quelque chose qui s'est complètement accéléré sur l'année passée. On a commencé à voir un peu dans la presse des exemples de stations de montagne qui avaient proposé des offres spécifiques pour que les gens viennent télétravailler. Il y a des espaces de coworking qui commencent à émerger de plus en plus. Alors dans les villes de vallée et puis de plus en plus en station. Après, aujourd'hui, ça repose encore beaucoup sur soit l'initiative individuelle qui va être de dire... moi je suis freelance à mon compte et du coup j'ai envie d'aller travailler en montagne, je vais un peu me dépatouiller, je vais chercher un appartement, une location et puis je vais faire mon truc. Soit des acteurs privés qui vont créer des espaces, mais les collectivités ou les institutions s'en sont pas encore saisies. Et on se dit que sûrement si on veut accélérer ce process demain et vraiment mailler un réseau de télétravailleurs dynamiques sur un territoire, il y a sûrement un enjeu, c'est qu'il faut aller le structurer. Parce que télétravailler, c'est bien, par contre, on n'a quand même pas envie d'être tout seul perché dans la montagne à 2000 mètres d'altitude, et l'enjeu de réussir à aller se connecter à des gens, de venir se nourrir et d'avoir un certain nombre de services, en fait, il est structurant. Et du coup,
les collectivités ont vraiment un rôle à jouer. Alors jusqu'ici, voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement, on a vu plein d'initiatives fleurir, et il y a sûrement, voilà, l'étape d'après pour nous, c'est sûrement de dire comment est-ce qu'on va structurer toutes ces initiatives, autant de télétravail, voire demain de création d'autres filières. Parce que le télétravail, c'est super bien, on se dit demain ça va peut-être permettre à des gens de vivre en montagne alors qu'on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'on a des territoires qui sont de plus en plus connectés. Alors c'est encore un peu inégal selon les endroits, mais le besoin primaire, la base de la pyramide de Maslow du télétravailleur, c'est quand même la connexion Internet, avant le café. Et en fait, ce qui va être important, c'est de dire comment on arrive à mailler ces différents services pour avoir peut-être demain une population de personnes qui vit toute l'année en montagne qui sera plus importante, parce que c'est des gens qui n'attendront pas forcément l'emploi touristique. Aujourd'hui, dans un certain nombre de destinations de montagne, l'emploi touristique il représente 50, 60, 70% du PIB des territoires. Et si demain on a des gens qui viennent toute l'année, ça veut dire qu'on est capable de créer une économie résidentielle un peu plus importante, donc d'aller sûrement recréer d'autres filières et des filières locales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, si on regarde un petit peu en arrière, dans les années 70, l'économie de montagne, elle reposait sur un triptyque qui était tourisme, agriculture, industrie. Il y avait une agriculture qui était encore forte et notamment des pôles industriels dans un certain nombre de vallées. Dans les Pyrénées, d'ailleurs dans les Pyrénées il y en a encore un certain nombre, en Maurienne il y a encore quelques usines qui traînent dans la vallée de la Tarentaise. Et en fait cette industrie elle s'est un peu délitée pour plein de raisons. Et en fait là l'idée ce serait de dire est-ce qu'on sait recréer en fait des filières locales, voire peut-être des micro-filières, peut-être basées sur un socle touristique. Si je prends l'exemple de la vallée de la Tarentaise, qui est un très bon exemple, il y a une ville de vallée qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice, autour de laquelle gravitent les plus grosses stations du monde, qui ont des besoins d'approvisionnement, et de dire peut-être est-ce qu'on sait recréer des filières locales d'approvisionnement pour ces stations et pour les opérateurs qui sont dans ces stations, que ce soit des filières d'approvisionnement alimentaire, mais aussi en termes de matériaux, de fournitures. Voilà, on m'a suggéré la dernière fois d'utiliser les surplus de lait de Beaufort des vaches laitières de Tarentaise pour faire des savons pour les hôtels par exemple. C'est bien ce qu'on fait de l'économie circulaire en même temps. Mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'on avait un peu cédé à la facilité en fait à un moment en disant on va aller se fournir plus loin parce que c'est plus facile, parce qu'on a besoin de très grandes quantités, donc on va prendre des fournisseurs ailleurs. Et là, on est peut-être en train de suivre ce mouvement de relocalisation auquel on assiste aussi sur plein d'autres territoires, mais de dire aujourd'hui, peut-être l'enjeu économique de mon territoire, c'est pas uniquement d'aller créer de l'emploi touristique, c'est même peut-être sûrement d'aller créer d'autres emplois qui sont nourris par l'activité touristique, mais qui vont permettre peut-être au territoire d'être plus résilient, de créer des emplois à l'année et dans d'autres secteurs. Et aussi de pouvoir proposer à des gens qui voudraient venir s'installer ou à des gens qui vivent sur place, peut-être une richesse de carrière beaucoup plus importante, et de se dire si j'ai envie de rester vivre par exemple sur mon territoire de montagne, je ne suis pas obligée de choisir entre moniteur de ski, charpentier et je ne sais pas quoi d'ailleurs. Et du coup c'est vraiment important, et c'est de se dire en fait comment on permet aux jeunes ou aux nouveaux habitants d'aller se projeter de manière un peu durable et un peu diversifiée dans des métiers sur le territoire. Donc aussi, est-ce qu'on sait encourager l'initiative privée, parce qu'en fait, c'est souvent un peu plus compliqué de venir installer son entreprise en montagne, parce que des fois, c'est un peu plus compliqué de trouver les compétences, de trouver les locaux, parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires, il y a une pression foncière qui est importante. Donc, si je veux créer une laverie ou une droguerie, c'est pas le même rendement au mètre carré qu'un magasin de location de ski, par exemple. Et du coup, ça peut être plus compliqué de trouver des locaux ou de trouver un modèle économique qui vaille le coup. Donc c'est aussi vraiment là, pour le coup, comment est-ce que les collectivités peuvent jouer un rôle à un moment d'amorçage, en fait, de ce type d'activité-là, parce qu'après, il y a un moment où on se dit que ça finit par rouler. Mais en tout cas, c'était vraiment, voilà, ça fait partie des autres sujets qu'on a creusés, ou en tout cas qui nous ont vraiment interpellés, de dire comment est-ce qu'on sait recréer des filières locales pour aller s'alimenter. La filière alimentaire, c'est intéressant, c'est que
pour le coup, le réchauffement climatique fait que pour l'agriculture, ça crée un certain nombre d'opportunités. Alors pas toutes, ça crée plutôt des difficultés pour l'élevage notamment, parce que ça fait vraiment augmenter les coûts d'élevage, puisque une vache, ça boit 100 litres d'eau par jour. Je ne sais pas combien de kilos de foin ça mange, mais en tout cas, on a du foin de plus en plus tôt, et donc on en manque de plus en plus tôt, donc on est obligé d'acheter de quoi compléter. On n'a pas toujours de l'eau, et donc les sujets, par exemple l'agriculture, là c'est d'aller plutôt vers la diversification ovine-caprine ou vers du maraîchage. Et avant, imaginez d'aller planter des légumes en montagne, c'était pas très envisageable à cause des conditions météo. Et en fait, aujourd'hui, il y a des endroits où on fait pousser des choses qu'on ne faisait pas pousser avant. Dans les Hautes-Alpes, il y a toute une économie qui est en train de se créer autour de la vigne, par exemple, avec notamment des vignerons de la vallée du Rhône qui viennent acheter des parcelles dans les Hautes-Alpes en altitude, ce qui leur permet d'avoir un raisin qui arrive à maturité plus tard. Et donc par assemblage, ils arrivent à avoir des vins moins alcoolisés, parce que entre autres, un des problèmes en vallée du Rhône avec le raisin, c'est qu'il arrive à maturité très tôt, et donc ils se retrouvent avec des vins qui sont très alcoolisés, alors que la demande va plutôt vers des vins un peu plus légers. Donc on a comme ça des nouvelles économies qui se créent, donc on peut trouver des opportunités. Aujourd'hui, en parenthèse, le problème c'est qu'on n'a pas assez de marchandises pour faire manger tous les gens qui sont là l'hiver, peut-être en fromage, et encore. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on vient tirer les fils du sujet du travail en montagne, en fait, on se rend compte qu'on parle de travail, mais en fait, on parle d'économie au sens large, et de modèles économiques sur le territoire, d'équilibre des activités entre elles. Donc à la fois, on pourrait se dire que c'est sans fin, et puis en fait, à la fois, c'est ce qui fait que c'est passionnant. Et surtout parce que, en tout cas, ça c'est d'expérience et on y croit fortement, c'est que la montagne c'est une terre d'entrepreneuriat. Alors je n'ai pas les statistiques exactes en tête, mais il y a beaucoup plus de travailleurs indépendants sur les territoires de montagne qu'ailleurs. Alors c'est aussi peut-être l'activité saisonnière qui l'amène, etc. Mais c'est aussi un état d'esprit en fait, entrepreneur ou d'indépendant, et aussi d'avoir l'envie ou le dynamisme pour aller créer sa propre activité sur plein de sujets. Et c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus, et les plus jeunes générations ont un peu les chakras qui s'ouvrent, en se disant en fait l'activité que je vais créer, ça va pas juste être moniteur de ski ou etc., mais je vais aller créer soit des choses dans les services, soit je vais recréer des petites marques locales, il y a des maraîchers qui viennent de se réinstaller par exemple. Donc tout ça en fait c'est comment après on arrive à venir se nourrir de toute cette un peu de toutes ces énergies et avec un axe qui en tout cas moi me semble structurant et super important, c'est je pense que si on vient travailler en montagne, si on fait le choix de venir, c'est parce qu'on a une histoire avec ce milieu-là. Alors peut-être une histoire qui ne fait que commencer, mais en tout cas on a une sensibilité particulière, entre autres, alors on peut parler de nature, d'outdoor, de vivant, d'environnement naturel, et en fait moi je me dis que d'avoir de plus en plus de gens qui viennent travailler dans ce milieu-là, c'est on forme, on éduque de plus en plus de gens aux enjeux du changement, du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et du fait qu'il faut faire peut-être différemment. Ça, c'est une conviction personnelle que j'ai. Je pense que quand on défend bien ce qu'on connaît, en fait, et on protège mieux ce qu'on connaît, et que s'il y a des gens qui ont fait ce choix-là de manière un peu accélérée depuis un an, et puis qui le font de plus en plus, je disais hier qu'il y a en 2020 plus de 7 millions de personnes qui sont séparées de leur conjoint. Voilà. Et 2,5 millions de personnes qui ont acheté une résidence secondaire et qui ont décidé de changer de travail. Donc je ne sais pas si c'est monde d'avant, monde d'après, mais quand je me dis quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la vie des gens à aussi grande échelle, c'est qu'il va forcément y avoir un monde d'après. Il ne sera peut-être pas différent du monde d'avant, mais en tout cas, ça crée des changements dans la durée. Et donc aussi dans les questions qu'on se pose, ou qu'on s'est peut-être un peu tous posées cette dernière année, de pourquoi je fais ce que je fais, est-ce que mon job a du sens pour moi, est-ce qu'il a du sens pour la société aussi des fois, vous savez les fameux métiers essentiels et les fameux métiers inutiles, à un moment, moi perso je me suis dit en fait moi mon métier il sert à rien, je sais pas trop, et je trouve que re-questionner vraiment ce sens qu'on donne à notre métier, décider d'aller faire son métier ailleurs, et y compris dans un environnement comme la montagne, je trouve ça hyper encourageant pour ce que ça dit de la société, des aspirations. Alors même si
aujourd'hui, venir s'installer pour télétravailler en montagne, c'est un peu élitiste. Parce que les jobs qui sont télétravaillables sont des jobs plutôt à haute valeur ajoutée, plutôt qualifiés. Et peut-être que l'étape d'après, ce serait de se dire comment demain on arrive à faire en sorte que, y compris les emplois, des emplois moins qualifiés ou moins spécialisés dans la montagne, puissent être ici pour que les gens qui souhaitent vivre ici puissent le faire. Donc c'est demain, est-ce qu'on sait rendre télétravaillable un emploi d'opérateur de production par exemple, ou est-ce qu'on sait rendre en tout cas ces emplois moins qualifiés accessibles en montagne. Voir est-ce qu'on sait peut-être même demain aller recréer des pôles entiers d'activités en altitude. Moi je me dis qu'autour de nous il y a 300 000 lits touristiques à peu près qui sont remplis 30% du temps si on les ramène sur l'année, ce qui veut dire que 60% du temps il y a 300 000 lits disponibles. Donc qui dit lit dit des humains potentiels qui peuvent habiter dedans et peut-être travailler aussi, et qu'on l'a peut-être jamais pensé comme ça, de se dire qu'un lit touristique vide, c'est pas un lit qui est fermé hors saison, c'est peut-être une ressource inutilisée en fait. Et que si on applique les principes de l'économie circulaire à la notion de service ou même au tourisme, on peut aussi se dire que un moniteur de VTT à l'intersaison, c'est une ressource inutilisée en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors au-delà du fait qu'il est content de partir en vacances, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ses compétences en fait. Est-ce qu'on sait, et est-ce qu'il y a moyen d'aller proposer ses compétences sur autre chose, voir est-ce qu'on peut l'aider à développer d'autres compétences qui vont permettre de faire vivre le territoire toute l'année. Parce que la question du travail en montagne, c'est la question de l'économie, puis c'est aussi la question de la vie. Parce qu'en plus, la frontière entre le travail et le reste devient de plus en plus poreuse. Et même demain, pour des vacanciers, on travaille aussi un petit peu quand on vient en vacances, ou inversement. L'ADEME, dans ses scénarios à 2050, prévoit plutôt qu'on voyage moins souvent mais plus longtemps sur les territoires, que ce soit à l'étranger ou même de manière un peu plus proche. Et dans un mix télétravail, téléenseignement, puisqu'on se dit que peut-être demain aussi les enfants feront l'école, les enfants et même les adolescents seront à l'école un peu plus à distance. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait on va se retrouver avec des vacanciers qui vont être des habitants provisoires du territoire, et qu'on doit peut-être plutôt considérer comme des habitants provisoires, et qui vont donc avoir non pas des besoins de vacanciers, mais des besoins d'habitants. Donc y compris des services qui vont être liés à leur travail, qui auront peut-être besoin d'acheter des cartouches d'encre pour leur imprimante, même si on n'imprimera plus avec de l'encre en 2050, on aura trouvé un autre truc. Mais en fait ça pose aussi la question de quelle est la relation, ou qu'est-ce qu'on va proposer aux visiteurs sur notre territoire qui ne seront sûrement pas que des touristes. D'ailleurs, je pense que le mot n'existera plus. Nous, on les avait appelés les 50-50 dans notre scénario, en disant ils font 50 vacances, 50 travail, etc. Et ils viennent 6 mois sur le territoire. Ils viennent, en plus, ils apportent des compétences. C'est qu'en plus, tu as le droit de venir en vacances sur un territoire, mais si tu as des compétences qui sont pertinentes pour le territoire. Et en fait, ça, c'est passionnant de commencer à se dire qu'on peut penser l'avenir de nos territoires en dehors du silo ou d'un prisme unique qui peut être celui de on ne peut pas faire autre chose que du tourisme, ici c'est l'agriculture donc on ne peut pas faire autrement, etc. Et si on sort de ça et on se dit non, en fait le plus important c'est qu'il y ait des gens qui vivent demain sur le territoire. On a fait un scénario un peu expérimental en se disant demain, plutôt que d'avoir 100 000 lits touristiques avec des gens qui vont venir 3 mois dans l'année, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à avoir 8 000 habitants toute l'année ? En termes d'un point de vue économique et en termes de création de valeur, est-ce que c'est... Et dans l'ensemble, il n'y a pas trop d'écart en fait de création de valeur. Après, c'est la manière dont la valeur est distribuée qui change. Et c'est aussi les compétences dont on a besoin. Mais c'est aussi intéressant des fois à l'échelle d'un territoire de se dire, en fait, potentiellement c'est pareil. Par contre, j'ai peut-être besoin d'aller réorienter des compétences vers des choses. La création de valeur, elle se fait différemment, donc peut-être la contribution de chacun aux efforts, elle doit être différente. Mais en tout cas, ça amène vraiment à aller re-questionner complètement tous ces modèles touristiques. Et puis pour finir, je voulais partager avec vous 2 offres d'emploi. C'est un petit peu ça. En fait, on a créé une bourse des nouveaux métiers et formations pour le territoire du Haut-Doubs.
dans le Jura. Puisqu'en fait, dans le Jura, ils ont décidé qu'ils arrêteraient après 2030 le ski alpin. Alors c'est un choix qui est assez difficile à faire, mais qui a été fait après beaucoup d'études, notamment climatiques, et leur altitude, leurs orientations font qu'ils ont mesuré le fait que ce ne serait pas viable. En fait, il y aura encore de la neige, entre autres à Métabier en 2030. Par contre, c'est qu'ils auront difficilement un nombre de jours d'ouverture suffisant pour que l'activité soit rentable, notamment par rapport au niveau d'investissement qu'elle demande. Donc en fait, ils ont pris la décision politique d'arrêter l'activité ski alpin à l'horizon 2030-2035, avec tout l'enjeu de dire maintenant on a entre 10 et 15 ans pour faire la transition et pour imaginer d'autres choses. Alors, au-delà des activités d'été, de dire on va faire du vélo, on va faire autre chose, etc. On s'est aussi dit comment on capitalise sur ce qui existe aussi sur le territoire du Haut-Doubs, entre autres des ateliers d'horlogerie, de mécanique de précision qui ont fermé pour beaucoup, entre autres une filière comptée qui est hyper dynamique, avec sûrement des modifications de l'agriculture. Donc en fait on a 3 offres d'emploi. Donc ils sont à pouvoir pour 2035, donc si vous avez des neveux, nièces que ça intéresse. Donc en fait, au 4 janvier 2031, on cherche une plombière de précision pour la nouvelle ferme expérimentale de Pontarlier. Donc la mission, c'est suivi opérationnel des systèmes d'irrigation, des plants et semences de la ferme, développement, mise à jour en mode agile du logiciel, développé en lien avec les équipes du MIT. Donc c'est en compétences recherchées, alors codage, bien sûr, plomberie, bilingue anglais avec une formation en agronomie qui serait un plus. Donc voilà, celle-là, elle est pas mal, et notamment de dire l'agriculture, elle va sûrement se moderniser demain et qu'on va avoir besoin de compétences plutôt très high-tech dans l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut aussi amener à complètement revaloriser le statut des agriculteurs qui n'a pas toujours été le plus sexy, notamment en montagne. Alors ensuite, 10 février 2031, on recherche une agro-informaticienne. On est bien dans l'agriculture dans le Haut-Doubs. Collecte et traitement des données agricoles, donc un data scientist agricole en fait, de l'ensemble des fermes de Marais-Chaudou. Donc Marais-Chaudou, c'est un nouveau réseau de fermes de maraîchage du Haut-Doubs parce qu'on a un peu arrêté le comté, puisque les vaches, ça coûte un petit peu trop cher, c'est un peu compliqué, puis ça émet beaucoup de méthane. Donc c'est pas super. Donc l'idée, c'est d'améliorer la qualité des récoltes et la découverte de nouvelles semences. Donc pareil, compétences recherchées, encore codage, agronomie, bilingue anglais et le brevet de pilote de drone. Là par contre serait un plus parce qu'il faut pouvoir aller filmer les cultures. Et enfin, donc la dernière offre d'emploi que je partage avec vous, c'est un horloger mécanicien. Ah non, j'en ai une autre après. Automne 2029. Donc ça, c'est sur le site des ateliers de Mout. Donc ça, c'est une formation. Et donc c'est un programme de 100 heures pour le niveau 1 de la certification d'horloger mécanicien, puisqu'en fait les deux vont ensemble. Et donc là, c'est formation vraiment mécanisme horloger et mécanique de réparation de pointe. Puisqu'en fait, en tout cas, une des filières qui se développe énormément, c'est plutôt la filière de la réparation, du reconditionnement et de la durabilité. Et par contre, ça veut dire qu'il faut former des gens à ça. Donc en fait, on forme non pas des gens pour créer, pour construire, mais on forme des gens pour réparer. Et y compris pour savoir réparer avec un peu tout ce qui traîne pour faire durer les choses le plus longtemps possible. Donc voilà, théorie et pratique, partage d'expérience avec vos mentors, experts horlogers, mécaniques suisses, français. Et la dernière formation, moi, c'est ma préférée. Je pense que je vais m'inscrire si j'ai encore un peu la patate en 2030. Donc c'est accompagnateur mécano pour le printemps 2031. Donc en fait, c'est un module de 300 heures de formation. Donc c'est plutôt un peu accompagnateur mécano outdoor. Donc comprenant couture sur machine 3D pour réparation de vêtements. Donc que ce soit sac à dos, habits de montagne, etc. Mécanique de reconditionnement, encore et toujours, pour vélo, sac à dos, ski de fond, entretien des sentiers, pratique du tour à bois pour la création de signalétique, et aussi topographie, botanique locale et climatologie. Voilà, j'en ai terminé. Merci.